On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour prolonger un petit peu ce qu'on disait sur les vecteurs en récupérant un petit peu certains outils qu'on avait introduits comme le produit scalaire pour s'intéresser à gérer un certain approfondissement d'une notion qu'on avait touchée dans une certaine vidéo sur les vecteurs. Je veux parler plus spécifiquement du déterminant. On avait introduit cette notion de déterminant pour les vecteurs et on avait vu que ce dernier avait pour intérêt de nous donner des indications sur la collinéarité de vecteurs. Alors on s'était intéressé au cas de deux vecteurs et c'est toujours ce qu'on va faire ici. On va rester sur ce cas-là de deux vecteurs. C'est déjà très bien comme ça, il y a déjà pas mal de choses à dire. Et donc l'idée, ça va être de montrer en fait ici que on peut associer, on peut mettre en équivalence cette notion de déterminant pour, je rappelle, deux vecteurs seulement ici, avec la surface d'un parallélogramme. C'est un lien qui, a priori, n'est pas si évident que ça, mais en fait, on va voir que ça a tout son sens, si on se rappelle bien sûr déjà du sens premier du déterminant et de ce à quoi il sert ici au niveau géométrique dans notre contexte. Pour ça, j'introduis donc deux vecteurs, U et V, un vecteur intermédiaire U' que je vais introduire dans quelques instants. Et on voit bien déjà que ici, alors si on regarde bien, si je translate ce vecteur ici et que je translate ce vecteur ici, on peut bien construire bien sûr la surface d'un parallélogramme, bien sûr avec les côtés opposés qui sont de même longueur, et une certaine hauteur qu'on peut entre guillemets vectorialiser si on introduit un vecteur dont la norme est égale à la longueur de cette hauteur-là. Et l'idée, ça va être de montrer justement que le déterminant de ces deux vecteurs-là est équivalent à l'aire d'une surface d'un parallélogramme. Plusieurs choses pour ça, et à la fin, du coup, quand on aura bien montré ce lien, on pourra comprendre aussi, du coup, que si le déterminant s'apparente à l'aire d'un parallélogramme, alors évidemment, si cette aire est nulle, on a plusieurs possibilités. Soit les deux vecteurs ils se sont collés, soit les deux vecteurs sont en sens opposé, mais finalement présents sur une même droite. Mais dans les deux cas, les deux vecteurs sont collinéaires. D'accord, ils sont collinéaires si le déterminant est nul, c'est-à-dire si l'aire est nulle. Et justement, nous, on va montrer que le déterminant et l'aire de ce parallélogramme, c'est la même chose. Alors, j'introduis les coordonnées du vecteur U, X et Y, dans un repère ici. Pareil pour les coordonnées du vecteur V et un autre vecteur U' qui est orthogonal à U. Pourquoi? Parce que ici, U finalement va jouer le rôle de la base de ce parallélogramme et le vecteur U' de la hauteur. Et on sait que par définition, la hauteur, c'est le projeté orthogonal du sommet. Donc par exemple, si on parle d'un triangle, mais pour un parallélogramme, la définition ne change pas vraiment. Projeté orthogonal du sommet sur la base. Hein. Et donc qui dit projeté orthogonal dit qu'il y a un angle droit. Hein. C'est exactement ce qu'il y a là, mais un angle droit pour des vecteurs, ça revient finalement à dire que ces derniers sont orthogonaux. Hein. Et donc on introduit un vecteur qui est orthogonal à la base, hein, qui est joué par le vecteur U, et ce vecteur U' qui fait office de hauteur en quelque sorte, bien ces coordonnées, pour que ces coordonnées soient telles que ce vecteur soit orthogonal à la base U, il faut que tout simplement ce qui joue le rôle du X, de la coordonnée X pour ce vecteur U', ce soit le Y de U. Vous allez voir que c'est totalement logique. Donc ici, en l'occurrence, si je prends le vecteur U et que je prends ça, il n'a qu'une coordonnée en X, de toute façon en Y, il n'y a pas de... Hein, vous voyez que le vecteur U n'est pas incliné, donc il n'a pas de composante en Y, il n'a qu'une composante en X et zéro composante en Y. Et pour le vecteur U', ça va être le contraire. Il ne va avoir aucune composante en X, mais
qu'une composante en Y qui sera exactement la même que celle de U. Alors, que ce soit la même norme ou pas, en vérité, ça ne change pas grand-chose au niveau de l'orthogonalité, parce que même si le vecteur U était plus grand, ça ne changerait rien au fait que ce dernier serait orthogonal avec U. Seulement, le fait que U' ait la même norme, ça va surtout nous servir pour justement faire apparaître le déterminant et tout ce qui va suivre après. Donc, les coordonnées de U', c'est x' et y', avec x' qui vaut y, ce y-là, et y' qui vaut moins x alors. Moins x, ça paraît moins évident. Pourquoi moins x? Théoriquement, il ne devrait pas y avoir ça. Alors, réfléchissons bien. En fait, ça va être ça la façon qui va nous permettre de montrer que le produit scalaire de ces deux vecteurs va être nul. Parce que si je fais le produit scalaire en termes des composantes pour ces deux vecteurs-là, donc le produit des coordonnées en x plus le produit des coordonnées en y, x', ça vaut quoi? Ça vaut y. Et y', ça vaut x. Là, j'ai la même chose. J'ai x fois y moins y fois x. C'est la même chose, donc ça fait 0. Donc le produit scalaire vaut 0. Il vaut 0 parce que ici, j'ai pris les coordonnées de U' de telle sorte à ce que le produit scalaire de U' avec U soit nul. Ce qui assure que les deux sont orthogonaux. C'est ce qu'on avait déjà vu au niveau du produit scalaire. Et donc maintenant, on va pouvoir entamer tout simplement on va pouvoir entamer le calcul du produit scalaire entre V et U'. Alors, pourquoi entre V et U'? Pourquoi pas entre V et U? Et justement, parce que les coordonnées de U' contiennent, comme on l'a vu, les coordonnées de U. Et on va justement faire apparaître U au cours du calcul ici. Mais pourquoi on commence déjà par faire V scalaire U'? Parce qu'ensuite, ça va nous permettre de faire apparaître la formule du déterminant ici. Alors attention, du déterminant de V avec U. Donc là, vous voyez, en fait, ici, on a toutes les informations en même temps. Je pars de V scalaire U', donc U', on rappelle, joue le rôle de la hauteur. Nous, en fait, on veut faire base fois hauteur, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Autre remarque, parce qu'il y a du sinus qui va apparaître dans ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, si je prends le sinus de l'angle ici, c'est le côté opposé, h fois, divisé par l'hypoténuse, qui est la norme de ce vecteur-là. Autrement dit, la hauteur ici vaut la norme de V fois le sinus de cet angle-là, l'angle alpha. D'ailleurs, alpha, ça aussi on va utiliser cette propriété. Donc, de toute façon, on le voit, alpha, là j'ai un angle de 90 degrés. Et si j'enlève l'angle θ, je tombe bien sur l'angle alpha. Donc alpha, c'est 90 degrés auquel j'enlève l'angle θ. Et un 90 degrés, on rappelle qu'en radian, c'est pi sur 2. Et si j'isole θ, j'ai que θ, c'est pi sur 2 moins alpha. Donc, ici, ça, on va aussi l'utiliser. Donc ici, je fais apparaître le déterminant. Et là, il n'y a que les coordonnées de U et de V qui apparaissent avec la formule du déterminant. Mais on rappelle, alors, pour l'instant, on va pas toutes, même si les coordonnées de U apparaissent directement, comme on est encore avec U' ici, on ne va pas directement introduire U, on va juste passer par une étape intermédiaire. Et donc ici, on a le déterminant qui va apparaître, puisque quand je remplace y' et x' par leur expression que j'avais énoncée, on retrouve la formule du déterminant, mais attention, du déterminant de quoi? Du déterminant du vecteur V avec le vecteur U. Et l'ordre a une importance, bien sûr, parce que si vous écriviez les coordonnées de V en colonne et les coordonnées de U en colonne, vous auriez le déterminant que vous feriez tel que je t'avais énoncé. Donc là, vous auriez x', y', là, vous auriez xy, vous auriez donc x', y, moins y', x. Bon, en gros, c'est ce qui est ici.
Si vous mettiez d'abord les coordonnées de U puis celles de V, ce serait le contraire. Et donc, là, on va aussi dire autre chose, on fonctionne toujours avec des égalités ici, c'est que ce produit scalaire là, c'est bien ce produit scalaire écrit sous cette forme, la norme de U' fois la norme de V fois la norme du, enfin, fois le cosinus qu'il y a entre les deux, avec l'angle θ bien sûr ici. Sauf que, et c'est là qu'on fait concrètement bien rentrer le vecteur U dans cette histoire, c'est qu'on a dit que la norme de U', elle est égale à la norme de U. C'est là qu'on fait apparaître la norme de U. D'autre part, le θ ici, on peut le remplacer par pi sur 2 moins alpha. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que on veut faire apparaître la hauteur. Sauf qu'on a dit que la hauteur, elle faisait intervenir le sinus, qui n'apparaît pas ici. On peut le faire apparaître par cette formule-là, d'après ce qu'on avait déjà montré sur les formules trigonométriques dans une autre vidéo. Et à ce moment-là, on peut dire que le cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est bien sinus de alpha. Et là, on a la norme de V fois le sinus de alpha, qui correspond à la hauteur. Et là, on a la base fois la hauteur, telle qu'on l'avait dit, et vous voyez, tout de suite, on retrouve l'air. Et donc, en fait, on n'a que l'air, de quoi l'air du parallélogramme ici, base fois hauteur, c'est égal au déterminant de VU. Déterminant de VU que j'ai noté ici. Petite remarque sur l'angle, parce qu'on n'a pas précisé l'intervalle de définition de l'angle, qui est en fait un intervalle important, parce que si l'angle alpha est compris entre pi et 2pi, ça veut dire que finalement, on est, si vous imaginez l'axe des abscisses sur le cercle trigonométrique, eh bien on est en dessous, le sinus est négatif. À ce moment-là, le sinus est négatif, donc ça va avoir un impact sur le signe de cette expression-là, parce que si alpha est en dessous, c'est-à-dire qu'on va avoir un sinus négatif. Et donc l'air, alors qu'est-ce que c'est l'air négatif? En fait, il faut le comprendre ici comme le fait que cette figure-là serait retournée en quelque sorte. Et donc ça aussi, ça perturbe le signe du déterminant, parce que si au départ, si on a un angle qui est compris entre 0 et pi, le sinus est positif, du coup ce qu'on a là est positif. Si ce qu'on a là devient négatif, alors ce qu'on a là devient négatif, donc le déterminant change de signe. Le changement de signe du déterminant s'interprète alors comme le changement au niveau de l'air par retournement, en quelque sorte. On a la figure opposée. Il faut le voir comme ça. Donc, c'est là qu'on voit, alors ici on s'est limité au cas de deux vecteurs, alors, du déterminant pour deux vecteurs. Pour trois vecteurs, on aurait un volume, par exemple, mais c'est beaucoup plus long à montrer. Et ce qu'on comprend, évidemment, quel est le plus important dans cette histoire, c'est que, évidemment, si l'air est nul, le déterminant, alors, est nul aussi. Mais si l'air est nul, ça veut dire que soit les deux vecteurs sont collés, comme ça, soit j'ai ce vecteur qui est là, ici, donc on a deux vecteurs qui sont sur une même droite, donc bien sûr, l'air qui est entre les deux est nul, dans ce cas-là aussi. Et donc, mais dans les deux cas, on voit que les deux vecteurs auraient la même direction. Donc, ça montre que si le déterminant est nul, alors les vecteurs sont nécessairement collinaires, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même direction. Pas nécessairement le même sens, mais au moins la même direction. Et pour ceux qui feront des maths plus tard et qui feront de l'algèbre linéaire, ils verront alors que, ah bah oui, du coup, si le déterminant est nul, ça veut dire que la famille de vecteurs est liée. Alors bien sûr, on le voit dans des cadres plus larges que seulement deux vecteurs, mais l'idée reste la même au final, dans le principe. Autre chose aussi, pour ceux qui verront le produit vectoriel, et bien là on a la formule du produit vectoriel de deux vecteurs. Et du coup on voit qu'il y a un lien entre produit vectoriel et déterminant, là aussi. Donc c'est des choses assez intéressantes qu'il faut avoir en tête, et en fait ce champ-là du déterminant ouvre beaucoup de portes sur plein de domaines relatifs à l'algèbre.
Donc voilà un petit peu pour cette mise en avant du lien entre le déterminant pour seulement 2 vecteurs ici et la surface d'un parallélogramme, et qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la collinéarité de ces vecteurs considérés.